deuxième module. Alors, donc, ce deuxième module est consacré à la GPEC et à l'organisation du travail. Donc, module 2 intitulé « Vers une organisation du travail optimisée ». Ce qui signifie qu'aujourd'hui, on va voir plus particulièrement les articulations entre la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences et l'organisation du travail. Donc, c'est un thème relativement spécifique, mais qui va nous permettre également de revisiter un petit peu les fondamentaux de la GPEC. Alors, on peut passer à la planche suivante, Jacqueline. Alors, on va tout d'abord voir les objectifs de formation. Voilà, on peut tout de suite les voir à la page suivante. Alors, les objectifs de formation, il y a deux objectifs généraux que nous vous avions déjà présentés lors du module précédent, la semaine dernière. C'est un objectif de sensibilisation, de mobilisation des managers des entreprises forestières autour de l'importance de la GRH et de la GPEC, donc pour le développement justement de ces entreprises. Et puis, il s'agit également, il y a un autre enjeu qui est de permettre l'identification des besoins en compétences pour le développement de l'offre de formation professionnelle dans la sous-région. Alors maintenant, examinons les objectifs particuliers du module 2, faire le lien entre la GPEC et l'organisation du travail, identifier comment la GPEC aide au quotidien à améliorer la distribution des activités et des compétences au sein de l'entreprise, et enfin savoir comment mettre les bonnes personnes au bon endroit et au bon moment. Donc c'est un module aujourd'hui qui est vraiment consacré à la manière dont la GPEC interagit avec l'organisation du travail. Alors on va passer à la slide suivante. Alors tout d'abord, une première tête de chapitre sur la GPEC et l'organisation du travail, et nous allons voir quelles sont les interactions entre ces deux notions, gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences d'un côté, organisation du travail de l'autre. Alors nous pouvons passer à la diapo suivante. Alors on va rappeler à nouveau la définition de la GPEC. C'est une définition qu'on avait déjà donnée la semaine dernière, mais il est bon de la répéter. Je crois que la répétition est toujours utile parce que ça permet vraiment de s'imprégner des fondamentaux de GPEC. Donc, la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences est donc une démarche et une méthode pour adapter, aussi bien à court qu'à moyen terme, les emplois, les effectifs et les compétences. Et donc, il s'agit de les adapter aux exigences issues de la stratégie des entreprises et des modifications de leur environnement économique, technologique, social et juridique. En d'autres termes, ça veut dire qu'une entreprise n'est jamais statique. Une entreprise, c'est un environnement dynamique et donc elle évolue sous la pression tout d'abord de sa propre stratégie, mais aussi sous la pression de l'environnement économique, le marché, les concurrents, la réglementation, les technologies, etc., etc. Alors, je le redis sous le contrôle de Jacqueline, mais n'hésitez pas évidemment à intervenir au fil de l'eau. Hein. Vous nous interrompez, il n'y a aucun problème. S'il y a une question, oralement ou par écrit, comme vous voulez. Oui, j'ai là, je vois au micro ouvert. En tout cas, moi, je ne désactive pas de mon côté. Donc, vous pouvez vraiment poser votre question quand vous voulez. OK. D'accord, merci. OK. Alors, donc, cette GPEC, comme je l'avais dit la semaine dernière, elle est composée de deux étapes. Donc, quand on se lance dans une démarche de GPEC, la première chose que l'on fait, c'est décrire les postes, les emplois, les compétences de l'entreprise. C'est donc ce qui donne les fameuses fiches de poste ou les fiches d'emploi qui sont utilisées dans une entreprise. Et puis, une fois qu'on a fait cette description, on rentre dans une étape opérationnelle, c'est-à-dire il s'agit de mettre des plans d'action en œuvre suite à un diagnostic des ressources et des besoins de l'entreprise sur le plan RH. Donc, on voit au travers de cette définition que la GPEC est en relation avec différents enjeux majeurs, cruciaux pour l'entreprise,
Il s'agit de dynamiser la gestion des ressources humaines, d'anticiper les évolutions, de définir et déployer des plans d'action en recrutement, formation, mobilité, mais il s'agit aussi d'aider à l'optimisation des situations de travail et plus globalement à l'organisation du travail. Alors, on va passer sur la diapo suivante et on va se pencher maintenant, on va se pencher maintenant sur la notion d'organisation du travail. Alors, là, je crois qu'on a un bruit un peu en fond de. Oui, pardon, c'est peut-être quand même mieux que vous coupez vos micros Ouais, et que vous ouais, les activez seulement quand vous voulez parler, s'il vous plaît. ouais. D'accord, d'accord, Merci beaucoup. d'accord. Merci. Alors, donc, l'organisation du travail correspond donc à la définition des tâches, à leur attribution aux ressources humaines, c'est-à-dire au personnel, à la planification de ces tâches et aux méthodes et moyens mis en œuvre pour les réaliser. Donc, la notion d'organisation du travail est extrêmement large. Ça prend en compte l'environnement de travail, les conditions de travail, l'emploi du temps des salariés, la répartition du personnel dans les services. Donc, vous pouvez considérer que la notion d'organisation du travail est une notion très, très, très large. Alors, il y a une double dimension. L'entreprise, au travers de l'organisation du travail, elle cherche à concilier la performance individuelle et la performance collective. Et puis, au niveau de l'employé ou de l'ouvrier ou du cadre, il s'agit aussi, dans une certaine mesure, de concilier vie professionnelle et vie personnelle. Parce que, par définition, l'organisation du travail ne constitue pas toute la vie, évidemment, du salarié. Il y a tous les à côté, toute la vie personnelle et familiale. Et il s'agit que l'organisation du travail permette cette alternance donc entre la vie personnelle, familiale, etc., sociale et la vie professionnelle. C'est pourquoi donc on va réfléchir à des horaires de travail, à des cycles de travail, à des périodes de travail, à des périodes de congé, etc., etc. Alors l'organisation du travail propre à une entreprise peut donc être, dans certains cas, très structurée et hiérarchisée. Donc il y a des entreprises qui ont une organisation du travail très rigide, très structurée. Il y a au contraire des entreprises qui ont une organisation de travail plutôt souple et adaptative, c'est-à-dire qu'il y a peut-être moins d'échelons hiérarchiques, il y a moins de services ou moins de direction, il y a plus de travail transversal, ça peut arriver parfois. Il y a des entreprises qui ont une organisation du travail très contrôlante, très centrée sur le reporting. Il y a des entreprises qui vont au contraire favoriser l'autonomie. Et il y a des entreprises qui vont avoir des process de travail très normés et d'autres qui vont avoir des processus de travail beaucoup plus informels. Donc, vous comprenez bien que l'organisation du travail est toujours propre à une entreprise. Il n'y a pas une organisation du travail type. Il y a des organisations de travail différentes suivant les cultures d'entreprise, suivant le modèle économique de l'entreprise et suivant également son modèle managérial. Est-ce que c'est une entreprise qui est, je dirais, très centralisée ou est-ce qu'au contraire, c'est une entreprise qui fonctionne de manière plus participative? Voilà donc pour ce qu'on entend par organisation du travail. Alors, on va passer à la slide suivante et on va voir du coup les différentes dimensions de l'organisation du travail. Donc, l'organisation du travail va inclure la répartition des activités et l'organigramme, les processus de production et leurs interactions, la ligne managériale et donc le système hiérarchique de l'entreprise. Ça inclut également les conditions physiques et psychologiques de travail. Alors, dans les conditions physiques, on va mettre tout ce qui est pénibilité éventuellement, les déplacements géographiques parfois. Donc, tout ce qui concerne les conditions physiques, mais aussi psychologiques de travail. Ensuite, nous allons avoir tout l'aspect reporting interne, coordination, contrôle. Tout ça, ça fait partie également de l'organisation du travail. Il y a également les temps de travail, la durée. Alors, ça peut être la durée par jour ou par semaine, la périodicité. Est-ce que c'est du travail du lundi au vendredi ou est-ce que c'est du travail pendant le week-end? Et puis, ça va être également les horaires journaliers. Toujours dans l'organisation du travail, il y a tout ce qu'on appelle le partage de l'information et la transversalité, c'est-à-dire comment les services se communiquent entre eux.
On va avoir également de l'organisation du travail, les liens entre l'entreprise et son environnement, c'est-à-dire comment l'entreprise interagit avec ses partenaires, avec ses fournisseurs, avec ses sous-traitants. Et enfin, on va avoir toute la partie technologie, système d'information, digital, etc. Donc, vous voyez que ces dimensions sont multiples. Alors, si vous les regardez de manière très, très attentive, vous allez considérer et vous allez vous rendre compte que finalement, il n'y a pas une direction de l'entreprise qui est en charge de tous ces aspects. On est sur des domaines qui sont en fait éclatés au niveau de la gestion. Par exemple, la DRH va être plutôt responsable de tout ce qui concerne les temps de travail, tout ce qui concerne les conditions physiques et psychologiques de travail, mais ce n'est pas la DRH qui est garante des processus de production. Ça va plutôt concerner la direction de l'exploitation, la direction opérationnelle. La ligne managériale, bah, on peut dire qu'elle est plutôt pilotée à partir de la direction générale, mais ce n'est pas un sujet qui occupe particulièrement soit la DRH, soit la direction financière, soit la direction informatique. Alors, la technologie, elle est davantage suivie par la DSI, mais la répartition des activités, l'organigramme ou les liens entre l'entreprise et son environnement, là aussi, ce sont des sujets qui sont traités non pas par une direction ou par une fonction dans l'entreprise, mais qui sont plutôt des sujets transversaux à l'entreprise. C'est la raison pour laquelle l'organisation du travail, elle est souvent difficile à appréhender parce qu'elle est éclatée en beaucoup de sujets qui sont suivis très, très différemment. Alors, je crois que Dora a posé une question. Je n'ai pas eu le temps de bien la lire durant le temps où elle est apparue dans le texte. Est-ce que Jacqueline, vous avez vu la question? Elle est peut-être toujours dans conversation, je ne sais pas. Oui, je l'ai vu. Elle demande si la JPEG, est-ce que pour être efficace, il doit toujours être géré à l'intérieur d'une entreprise, donc par la direction des ressources humaines, ou Oui. est-ce que ça pourrait aussi être un prestataire externe qui fait ça pour l'entreprise comme genre de service? Alors, c'est une bonne question. Alors, la GPEC, c'est un sujet RH qui est sous le pilotage de la DRH, mais toutes les modalités existent, c'est-à-dire qu'il y a des DRH qui travaillent seuls sur les sujets de la GPEC. Il y en a d'autres qui se font aider. Ceux qui se font aider peuvent se faire aider très ponctuellement. D'autres se font aider de manière plus approfondie. Donc, toutes les modalités sont possibles. La seule condition pour mener à bien une démarche de GPEC, c'est d'avoir été formé, évidemment, à cette démarche comme nous le faisons aujourd'hui. Il y a un autre aspect dans la question. Alors, la question ne portait peut-être pas précisément sur ce point, mais je vais quand même l'éclaircir. C'est est-ce que la GPEC traite toujours d'une entreprise ou est-ce que la GPEC pourrait impliquer plusieurs entreprises en même temps? Alors, c'est difficile de considérer cela parce que dans le domaine forestier, par exemple, les entreprises sont a priori plutôt en concurrence les unes avec les autres dans un même pays et on voit mal comment une GPEC serait organisée sur 3 entreprises à la fois. Mais techniquement, ça serait possible. On pourrait imaginer qu'il y a une démarche de GPEC qui va regrouper peut-être 3 ou 4 entreprises du Gabon ou 3 ou 4 entreprises du Congo ou du Cameroun. C'est tout à fait possible. Ce n'est pas trop pratiqué parce qu'en général, c'est considéré comme un sujet propre à l'entreprise et donc l'entreprise n'a pas envie forcément de mixer sa problématique avec avec les problématiques des autres entreprises. Alors, cela dit, ce qui existe parfois, ça existe en France, c'est ce qu'on appelle des GPEC territoriales, c'est-à-dire une gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences qui s'intéresse à un territoire donné. Alors ça, c'est une GPEC qui est plutôt pilotée par l'administration, par les pouvoirs publics, et c'est une GPEC qui va concerner
toutes les entreprises d'un bassin d'emploi. Par exemple, vous allez avoir une GPEC territoriale, par exemple, pour, je dis n'importe quoi, pour la région de Marseille, par exemple. Et donc, les entreprises qui vont être dans le secteur de Marseille vont être impliquées dans un projet de GPEC qui va être piloté par l'administration publique. Et en général, ces projets de GPEC sont très orientés vers l'emploi et vers l'employabilité. C'est pour favoriser la recherche d'emploi et favoriser le placement des salariés dans des entreprises. C'est ce qu'on appelle une GPEC territoriale. Mais dans la plupart des cas, la GPEC, elle se conçoit plutôt à l'intérieur de l'entreprise. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair. Ça va? Donc, si c'est bon, on va passer à la planche suivante. Alors, comment mesure-t-on la qualité de l'organisation du travail? Alors, on peut la mesurer de différentes façons. D'abord, on peut faire une mesure de l'engagement des salariés. Il y a des entreprises qui lancent des questionnaires annuellement ou tous les 2 ans. Ils font ce qu'on appelle des enquêtes pour essayer de voir si les salariés, à la fois, sont satisfaits de leur entreprise et sont engagés dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'ils s'impliquent. Est-ce qu'ils sont motivés? Alors, c'est des questionnaires anonymes, mais qui permettent au DRH de mesurer un peu le niveau d'engagement des salariés. Alors, il y a une autre manière de mesurer l'organisation du travail, c'est la fluidité de la circulation et du partage de l'information. C'est les relations de travail entre collègues, tout simplement. S'il y a des conflits réguliers entre les gens, ça peut traduire une mauvaise organisation du travail. Si au contraire les relations sont très bonnes, c'est plutôt le signe que l'organisation du travail est de qualité. Alors le climat, le dialogue social, notamment avec les organisations syndicales, ça peut être aussi un signe positif de l'organisation du travail, qui est qualitative si le climat social est bon. Ensuite, le contenu des missions et leur juste répartition, eh bien, si on s'aperçoit qu'il n'y a pas de doublons dans l'organisation, que tout le monde travaille dans son domaine, qu'il n'y a pas d'empiètement de responsabilités ou de compétences, c'est aussi un signe de bonne organisation du travail. L'environnement de travail physique également, est-ce que les bureaux ou est-ce que les équipements de travail sont corrects? Est-ce que les gens travaillent dans de bonnes conditions physiquement? Et ça peut être vrai dans des emplois de bureau comme sur des chantiers. Ensuite, tout ce qui va concerner le degré d'autonomie et de responsabilité accordé aux salariés. Est-ce que les salariés ont quand même une marge d'autonomie? Est-ce qu'ils peuvent faire des propositions pour améliorer le travail? Ça va être également la conciliation de la vie professionnelle avec la vie personnelle. Et enfin, le respect de l'égalité professionnelle. Alors, l'égalité professionnelle, c'est un terme très français, mais qui correspond à une problématique qui est mondiale, qui est universelle. L'égalité professionnelle, c'est en fait l'égalité homme-femme. Ça veut dire le fait que les femmes ne soient pas discriminées sur le plan du salaire, hein, ou qu'elles aient moins accès à des postes hiérarchiques élevés par rapport aux hommes. C'est ce qu'on appelle l'égalité professionnelle. Et enfin, on a d'autres indices qui sont plutôt négatifs et qui peuvent être pris en compte, comme par exemple le taux d'absentéisme. Si le taux est très fort, ça peut montrer que l'organisation du travail n'est pas bonne. Et alors, dans le domaine forestier en particulier, le taux d'accident du travail, parce que lorsqu'il y a des accidents du travail fréquents, eh bien, ça peut être le signe d'une mauvaise organisation du travail, parce que les gens manient mal leurs outils ou qu'ils sont pressés quand ils travaillent ou qu'ils comprennent mal les consignes. Donc, ça peut être aussi le signe d'une mauvaise organisation du travail. Et puis, bien sûr, le taux de départ volontaire, c'est-à-dire les gens qui démissionnent ou les gens qui demandent leur mutation, ça peut être aussi le signe d'une organisation du travail qui est un peu dégradée. Alors, je vois qu'une question a été posée également. Jacqueline, je me Oui, retourne mais je vers vais la vous. poser. Oui. Est-ce que la GPEC peut arriver justement à régler les conflits internes dans l'entreprise? Permet-elle de répondre aux attentes des salariés, mais aussi aux exigences de compétitivité de l'entreprise? Alors, je vais répondre sur le deuxième volet de la question. La GPEC, elle est faite normalement pour tenir compte à la fois des besoins RH, c'est-à-dire
des besoins de développement du personnel. Donc, la GPEC, elle doit conduire à des actions de formation, à des actions de recrutement, à des actions d'amélioration des conditions de travail. Donc, c'est tout à fait compatible avec les attentes du personnel. Et la GPEC, elle répond en même temps à des objectifs stratégiques, c'est-à-dire renforcer les compétences dans tel ou tel domaine, ou bien augmenter les effectifs sur tel ou tel type de métier, parce que ça répond à un besoin important. Donc, sur le deuxième volet de la question, la GPEC, c'est un point de rencontre entre la stratégie de l'entreprise et les besoins RH du personnel. Sur le premier volet de la question, est-ce qu'elle permet de régler les conflits? Je dirais pas spécifiquement, ou en tout cas pas directement. Pas directement, c'est-à-dire qu'un projet de GPEC n'est pas conçu ou n'est pas élaboré pour régler directement des problèmes entre des groupes de personnes ou entre des individus. Mais la GPEC, elle est plutôt là pour clarifier les postes, pour clarifier les emplois, pour clarifier les compétences requises pour chaque poste. Et de ce point de vue, on peut dire qu'elle contribue indirectement à des bonnes relations de travail. Mais il est vrai qu'elle n'est pas faite directement pour régler des conflits de travail. Elle est plutôt faite pour accompagner l'entreprise et permettre au personnel de se développer dans de bonnes conditions, tout en étant conforme avec le plan stratégique de l'entreprise, c'est-à-dire avec les données stratégiques, économiques, etc. Voilà comment je pourrais répondre sur ce point. Oui, Très parce bien, que ça dépend de... Oh, pardon. Vas-y, Stéphane. Non, en fait, c'était juste pour confirmer que les réponses étaient très claires. En D'accord. fait, c'était juste savoir s'il y a des outils, peut-être des outils en fait, qui permettent d'anticiper et de prévoir les conflits à venir. Mais dans la manière que vous avez répondu, ça répond en fait, parce qu'à partir du moment où chaque personne, chaque compétence est mise dans de bonnes conditions de travail, les risques de conflit et de confrontation sont de facto amoindris en fait. Vous avez tout à fait raison. Alors, je rajouterai juste que, on le verra dans la suite du diaporama, il y a des indicateurs RH qui sont utiles et qui concernent justement les attitudes ou les perceptions du personnel sur leur travail. Et on verra qu'il y a des taux TAUX, qui sont des taux ou des indicateurs RH très intéressants qui peuvent permettre d'anticiper certains problèmes. Et on verra aussi que globalement, tout ce qui concerne les enquêtes, ce que j'ai appelé les enquêtes de satisfaction ou les enquêtes d'engagement, ce sont des enquêtes qui sont tout à fait requises pour essayer d'anticiper les problèmes interpersonnels et les problèmes sociaux à l'intérieur de l'entreprise. Alors, sans rentrer trop dans le détail, une enquête de satisfaction, c'est un questionnaire qui est remis à l'ensemble du personnel, qui est rempli de manière anonyme, de façon à ce que les gens puissent répondre de manière aisée, sans trop s'auto-censurer. Et donc, il y a une série de questions qui portent finalement sur l'organisation du travail, sur les ressources humaines, sur la qualité du travail dans l'entreprise. Et les gens peuvent s'exprimer. Et à partir de ces enquêtes, on peut justement commencer à repérer des problèmes qui apparaissent. Et alors, en général, ce n'est pas le seul outil qu'on utilise, mais on peut utiliser ce type d'outil avec également ce qu'on appelle un peu l'écoute des managers, c'est-à-dire des réunions avec les managers pour essayer de voir où peuvent se situer un petit peu les difficultés. Alors, ce que j'ai appelé enquête de satisfaction, ça porte également un nom qui est un peu consacré aujourd'hui, qui est le nom le plus utilisé, que vous avez probablement entendu toutes les deux, c'est le baromètre social. Voilà, c'est ce qu'on appelle un baromètre social. Un baromètre social, c'est un questionnaire plus ou moins élaboré qui peut être diffusé tous les ans ou tous les 2 ans. Et ce baromètre social vient en quelque sorte prendre un peu la température au niveau du climat de l'entreprise et des perceptions des salariés. Donc c'est un outil très intéressant. La plupart des entreprises, des grandes entreprises françaises, utilisent un baromètre social. Je ne connais pas de grands groupes français ou de grands groupes européens qui n'aient pas régulièrement des opérations de baromètre social, qui peuvent être réalisées purement en interne et qui parfois sont réalisées avec l'aide de consultants qui sont spécialisés dans ce domaine.
Et alors, une fois qu'on a la trame du baromètre social, évidemment, on n'en change pas tous les ans et on peut réutiliser le même type de questionnaire sur plusieurs années. Voilà, donc c'est un outil également d'anticipation des conflits possibles. Alors, on va passer à la planche suivante pour bien rester dans le timing. Alors, une fois qu'on a dit, comment on pouvait définir l'organisation du travail et la GPEC, donc la gestion des ressources humaines, on va voir un peu les articles. Pardon Oui, Thierry, il y a une question encore de oui, Dora. d'accord. Nous constatons parfois une désorganisation dans certaines entreprises, Oui. confusion des rôles ou des responsabilités, Mmh. et après, on ne sait plus qui fait quoi Mmh. et qui s'occupe de quoi. Comment la GPEC peut-elle remédier justement à cette Alors, problématique? Oui, c'est exactement ça. c'est une question importante. Eh bien, quand tout à l'heure, pardon, je vous ai dit que la GPEC était composée de 2 étapes. Dans la première étape, on décrit, donc on réalise les fiches de poste ou les fiches d'emploi, on décrit les compétences requises et du coup, on définit les champs de responsabilité. Donc, en faisant ce travail, déjà, on clarifie les choses. Sauf qu'il faut qu'après, ces fiches de poste soient respectées. C'est pas tout de décrire, mais il faut après que les équipes et les managers en particulier respectent les périmètres de responsabilité. Mais ça commence par là. Ça commence par les fiches de poste, par les fiches d'emploi et, et par ce qu'on appelle le référentiel de compétences. Ce sont ces outils basiques qui permettent déjà d'installer une première clarification dans les responsabilités, les situations de chacun. Mais après, il y a tout un travail pratiquement de pédagogie qu'il faut faire auprès des managers. Alors, ça commence par la direction générale, puis par les directions, puis par les chefs de service ou les chefs d'équipe, pour que justement ces fiches de poste soient respectées. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler, je crois peut-être l'avoir dit lors du premier module de la semaine dernière, n'oubliez pas que la fiche de poste, ça doit être considéré comme un outil managérial plus que comme un outil RH. Le premier utilisateur de la fiche de poste, normalement, c'est le manager et le titulaire du poste. Parce que c'est au niveau de la fiche de poste qu'on va vraiment définir les attributions de chacun. Et normalement, un manager qui fait rigoureusement son travail, il doit aider à la rédaction des fiches de poste de chacun de ses collaborateurs. Soit elles existent avant, et dans ce cas, il n'a plus qu'à se baser sur ces fiches de poste, ou alors il les réalise, ou alors il les actualise si les fiches de poste sont trop anciennes. Mais en tout cas, ça commence par là. Donc le travail d'organisation, il commence déjà par la description des postes et par le respect des champs de responsabilité. Et après, évidemment, il y a tout un travail sur l'organigramme parce que en redéfinissant l'organigramme et les missions de chaque direction, c'est ce qui va permettre là aussi de mettre plus de clarté dans l'organisation du travail. Je crois que c'est bon au niveau de la réponse. Alors, donc, maintenant, voyons comment la GRH interagit constamment avec les enjeux d'organisation du travail. Alors, comme je viens de le dire et pour répondre à Dora, par la définition des postes, des emplois et des compétences requises, par le développement de la motivation et des facteurs d'engagement des salariés. Alors, ça passe par un bon système de rémunération, par une bonne gestion des carrières, par la mise à niveau des compétences et la professionnalisation qui assure la maîtrise des process de travail. En d'autres termes, si vous voulez que les RH contribuent bien à l'organisation du travail, une des premières étapes, c'est de bien former les gens à leur métier et à l'outil de production et aux équipements, aux machines ou aux différents outils qui sont utilisés dans les services. C'est aussi par l'accompagnement et le conseil aux managers, c'est par tout ce qu'on appelle la prévention des risques professionnels. Alors la prévention des risques professionnels, c'est le fait d'éviter les accidents du travail qui peuvent être parfois très graves, mais c'est aussi la promotion de ce qu'on appelle la qualité de vie au travail, la QVT. La qualité de vie au travail, c'est de s'occuper
du bien-être au travail, c'est-à-dire pas simplement la prévention des accidents du travail, mais aussi de trouver un cadre de travail qui soit acceptable, qui soit harmonieux. Je vais prendre un exemple. Une fois, j'ai travaillé dans une entreprise où les agents de la RH étaient entassés dans une salle. Ils n'avaient pas tous un bureau, ils n'avaient pas tous un PC, ils devaient se relayer pour travailler à un bureau. Alors ça, ce n'est pas un risque professionnel physique, mais c'est un problème de qualité de vie au travail et même de qualité du travail lui-même, parce que le travail ne peut pas être correctement fait comme ça. Alors la qualité de vie au travail peut aller très loin et peut porter également sur la couleur des murs des bureaux, l'éclairage, la qualité des sièges, le fait d'être bien assis à son bureau, ou pour les personnels qui travaillent à l'extérieur, sur des chantiers, sur des sites d'exploitation, la qualité de vie au travail, c'est d'avoir tout simplement un bon accompagnement sur l'utilisation des machines et des outils. Ça peut être également la prise en compte un peu des sujets d'ergonomie, avoir des outils qui sont faciles à manier, qui ne sont pas trop compliqués à utiliser, etc., etc. Et puis évidemment, la GRH interagit aussi sur l'organisation du travail par le dialogue social, c'est-à-dire par les relations avec les délégués du personnel et les représentants syndicaux. Ça fait partie également des liens entre la GRH et l'organisation du travail. Alors, on va passer à la planche suivante. Alors, on en arrive là à finalement un peu une explication du dispositif de GPEC. Donc, on pourrait considérer qu'un dispositif de GPEC, c'est trois choses. C'est tout d'abord la description des postes et des emplois de l'entreprise. Ça veut dire que dans les fiches de poste ou dans les fiches d'emploi, on doit avoir les missions et les activités requises, le positionnement hiérarchique et fonctionnel, les compétences requises et les conditions particulières d'exercice du poste. Ce sont les rubriques obligatoires, il peut y en avoir beaucoup d'autres qu'on peut rajouter, mais ça, c'est vraiment la base d'une fiche de poste ou d'une fiche d'emploi. Ensuite, nous avons tout le travail qui concerne les prévisions et l'anticipation, c'est-à-dire le fait qu'au niveau de la DRH, on essaie de voir comment les emplois évoluent. Est-ce qu'il va y avoir de nouvelles activités, de nouvelles missions? Est-ce qu'il va y avoir de nouveaux équipements, de nouveaux logiciels de travail? Est-ce qu'il va falloir adapter l'organisation du travail? Donc tout ça, c'est le travail de prévision et d'anticipation qui nous donne à la sortie des plans d'action RH. Alors, ces plans d'action, ça peut être des plans de recrutement, des plans de formation, des plans de redéploiement du personnel, qu'on redéploie d'un métier vers un autre métier. Et c'est tout ça qui va permettre à l'organisation du travail d'être efficace et donc qui va permettre aussi de pouvoir accompagner des transformations majeures pour l'entreprise. Alors, je vais revenir sur la partie haute du schéma, description des postes et des emplois de l'entreprise, parce que le domaine forestier en Afrique centrale a une grande chance, c'est que même s'il peut exister des fiches de poste dans les entreprises, il existe aussi un référentiel métier-compétences. Alors, je vais laisser Jacqueline en parler quelques minutes, parce que c'est un outil très important pour toutes les entreprises situées dans ce secteur. Oui, donc c'est ce que nous avons envoyé donc, après la dernière session, le dernier webinaire la semaine dernière. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder notre cartographie de métiers, mais nous avons donc pris l'activité, toutes les activités de la filière bois. Pardon. En commençant par la gestion forestière, tout ce qui est aménagement forestier, après l'exploitation forestière, après la première transformation, après deuxième, troisième transformation, et aussi des métiers un peu transversaux, des ateliers mécaniques qu'on trouve aussi bien en forêt que dans une scierie, par exemple. Et pareil pour le département des ressources humaines. Et nous allons essayer donc de définir les différents postes ou les différents métiers qui sont existants là-dedans. Bien sûr, ici, j'ai pris l'exemple d'une fiche de poste, une fiche de métier, pardon, de l'affûteur. On peut avoir donc pareil pour l'abatteur, pour le scieur, etc. Dans les entreprises, bien sûr, il y a différentes gradations en fonction de leur niveau de compétences
Donc, on a souvent, par exemple, un aide-affûteur. Après, on a main-d'œuvre. Après, on devient aide-affûteur. Après, on devient affûteur. Et après, on peut devenir un chef d'équipe ou choses comme ça. Donc, ces évolutions existent. Notre objectif était de définir le métier et comme ça, chaque entreprise peut définir en interne toutes les différents postes liés à ce métier. Donc, pour chaque métier, excusez-moi, c'est la saison sèche ici à Libreville. Il y a des allergies avec la poussière qui commence à souffler avec le vent, là. En tout cas, donc, à chaque fois, on a fait donc, une définition un peu générale du poste. Après, des conditions générales d'exercice, qu'est-ce qu'on demande, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui sont les conditions de travail, des conditions d'accès pour les gens qui veulent devenir affûteurs, par exemple. Donc, des différentes compétences qu'il faut avoir, des compétences techniques. Nous avons aussi fait un petit groupe de compétences associées, qui sont des compétences un peu spécifiques, qui sont souvent, en fait, les compétences de base. Ce sont souvent ce qu'on apprend pendant la formation initiale ou ce qu'on a appris pendant qu'on est formé sur le tas. Et parce qu'en forêt, beaucoup de gens sont quand même formés sur le tas. Les compétences associées sont souvent des connaissances un peu plus pointues ou des compétences que vous pouvez obtenir pendant une petite formation. C'est notre but du projet, c'est de développer cette offre de formation continue pour vraiment améliorer la performance des personnes sur le poste de travail. Et après, il y a des compétences liées à l'emploi qui sont plutôt des compétences, on appelle ça encore personnelles en fait. Donc, être patiente, par exemple, ou être précis, être bon communicateur. En fait, il y a plusieurs compétences comme ça. C'est le savoir, ce qu'on appelle aussi le savoir-être. Et à la fin, à chaque fois, il y a des conditions spécifiques liées à ce métier, des conditions du travail et le lieu d'exercice là où ce métier est souvent exercé. Donc, chaque fiche métier est composé de ces différents paragraphes, ce qui aide justement, ce qui peut aider une entreprise à développer ses propres fiches de poste et à commencer à mettre en place son GPEC. Alors, merci Jacqueline, c'est très éclairant et vous avez bien rappelé la différence entre fiche métier ou fiche d'emploi et fiche de poste. La fiche de poste, elle est beaucoup plus spécifique, elle est beaucoup plus individualisée. Donc, quand on fait la fiche de poste, on fait vraiment la fiche de poste d'un affûteur qui va travailler au niveau de la menuiserie ou qui va travailler dans un autre contexte. Mais donc, la fiche de poste, elle peut être dérivée de la fiche métier. Donc, ce qui est très bien avec ce référentiel métier, c'est qu'il fournit une très, très bonne base pour ensuite faire des fiches de poste à l'intérieur de l'entreprise. Alors, bien sûr, on pourrait se contenter des fiches métiers, c'est tout à fait possible. Hein. Les fiches métiers, elles sont déjà très utiles au niveau de tout le secteur forestier dans la sous-région. Maintenant, c'est vrai que les entreprises peuvent ressentir le besoin de faire des fiches plus spécifiques sur des postes pour lesquels il faut donner un niveau de détail plus important. Et voilà, c'est très bien fait dans ce référentiel, puisqu'à la fin, vous avez les différents contextes qui apparaissent et on voit que l'affûteur, il peut être à la menuiserie, il peut être dans tel autre contexte. Et tout ça, ça va vous permettre d'avoir les fiches de poste. Les fiches de poste obéissent à peu près la même structure que la fiche d'emploi hein, ou que la fiche métier, sauf qu'elle est un peu plus détaillée au niveau individuel. Et dans la fiche de poste, on peut aller même jusqu'à indiquer les horaires ou la période de travail, parce qu'on rentre vraiment à un niveau de détail beaucoup plus important.
En tout cas, merci pour cet éclairage. C'est très complémentaire effectivement au support qu'on était en train de regarder. Donc, vous avez vu un peu ce que donne finalement la GPEC dans la première phase, c'est-à-dire arriver à décrire les postes et ou les métiers, les emplois de l'entreprise. Alors, nous allons passer à la planche suivante. Et voilà, on va voir un petit peu les outils de GPEC qui contribuent à l'efficacité de l'organisation du travail. Alors, il y a une question. Alors, on va peut-être y répondre tout de suite. J'ai vu Jacqueline qui avait eu une question immédiatement. Oui, oui, je le vois aussi. Ouais. Alors, notre entreprise fait dans le domaine de l'ingénierie forestière et Ouais. dans ce cadre, nous proposons nos services aux compagnies forestières. Nous recrutons une main-d'œuvre pour les travaux d'aménagement et d'inventaire forestier. Et à ce niveau, je me demande comment le GPEC peut nous aider à gérer cet effectif qui varie continuellement. Alors, si je comprends bien, l'entreprise de Dora, c'est une entreprise, comment l'entreprise se situe par rapport aux entreprises d'exploitation forestière? Comme un sous-traitant, oui. En fait, c'est un cabinet de C'est un bureau cabinet. d'études qui travaille comme sous-traitant. En fait, ils fournissent des équipes pour faire des inventaires, par exemple. Ah d'accord, ok. Ah, oui, d'accord. Donc il n'a pas c'est un cabinet qui n'a pas de ressources permanentes alors. Ah, ça, il n'y a que Dora qui pourrait. Dora, vous pouvez désactiver votre micro hein, pour parler. Oui, elle Allô, dit qu'effectivement. vous m'entendez? Oui, oui. Oui, Vous m'entendez? Ok, donc en très fait, bien. mon souci, d'accord. Mon souci est que notre entreprise, elle fait, comme vous l'avez si bien dit, dans la prestation des services. Et nous Mhm, avons une main-d'œuvre qui varie et qui change selon les besoins. mhm, Et la question de la gestion des effectifs m'interpelle vraiment parce que à ce jour, tout semble un peu confus parce qu'on se dit aujourd'hui, on a un certain nombre de personnes. Dans 2 mois, ça varie, ça change. Je me mhm. demande comment est-ce que la GPEC peut nous aider, nous, à mieux gérer cet effectif, sachant qu'il change au fur et à mesure. C'est un peu ça le problème, parce que nous n'avons pas une main-d'œuvre permanente là avec nous. Nous sommes obligés D'accord. d'aller vers les prestataires à chaque fois. D'accord. Alors, ben, si vous voulez, les fiches de poste ou les fiches métiers telles que Jacqueline les a présentées, elles ont également de l'utilité pour vous parce qu'elles vous permettent de cadrer les postes des salariés qui vont ensuite travailler dans les entreprises. Donc déjà, c'est le premier élément, de façon à voir précisément quelles sont les responsabilités attendues et surtout quelles sont les compétences attendues. Alors, cette main-d'œuvre c'est vous-même qui la recrutez, c'est votre entreprise qui recrute cette main-d'œuvre. Oui, c'est nous-mêmes qui la, c'est l'entreprise qui recrute. Voilà, alors si vous la recrutez, ça veut dire que pour vous, les fiches de poste vont être importantes parce que si dans les D'accord. fiches de poste, il y a les compétences requises qui sont clairement indiquées, déjà, ça peut améliorer votre process de recrutement en employant D'accord. vraiment, en recrutant vraiment les bonnes personnes sur les bons postes. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, le deuxième aspect où la GPEC peut vous y aider, et on va le voir dans les pages suivantes, c'est tout ce qu'on utilise, c'est-à-dire les indicateurs clés pour l'organisation du travail. Vous voyez à quelles conditions la GPEC peut-elle contribuer à l'efficacité de l'organisation du travail? D'abord, clarifier les situations de travail et donc réaliser des fiches de poste, des fiches métiers qui sont rangées par grandes familles professionnelles. C'est ensuite déployer une démarche prévisionnelle. Alors pour vous, la démarche prévisionnelle, c'est toujours un peu délicat parce qu'il faut que, en quelque sorte, vous puissiez faire des prévisions à partir de l'activité des entreprises avec lesquelles vous travaillez.
Ce qui veut dire Exact. qu'il faudrait pratiquement analyser régulièrement la situation avec ces entreprises pour savoir si le besoin de main-d'œuvre il va augmenter ou il va baisser. Ça, c'est un autre problème. Et il faut pour le coup que les entreprises qui sont vos clientes, qui sont les clients de votre société en tant que sous-traitant, elles puissent elles aussi faire des projections ou faire des prévisions sur la manière dont l'effectif va évoluer au cours de l'année. Et alors, ça nous renvoie au troisième point, c'est les indicateurs clés. Et ça, on va les voir dans les planches suivantes, parce que ces indicateurs clés, si vous les mettez en place, ils vont peut-être vous aider, peut-être pas à régler tout votre problème, mais au moins à alléger un peu les difficultés. Et donc, le quatrième sujet, c'est D'accord, merci. de toute façon, on va voir les indicateurs. Et donc, le quatrième sujet, ça va être de mettre en place des actions à visée organisationnelle. C'est ce qu'on verra à la toute fin de ce webinaire. Alors, on va passer à la planche suivante. Alors, je vais passer rapidement sur ces parties-là parce qu'elles sont réputées déjà connues. Je pense que vous avez déjà intégré ces éléments et puis on les a vus en partie aussi la semaine dernière. Donc, un poste, comme je le disais, c'est vraiment une unité de mesure très spécifique. Quand on décrit un poste, on décrit vraiment une situation individuelle au travail, c'est-à-dire c'est le poste d'une personne dans un contexte donné, alors que l'emploi, qu'on peut appeler métier dans certains cas, parce que dans le référentiel que Jacqueline vous a présenté, on parle de métier, mais ça, c'est des différences de vocabulaire qui sont tout à fait secondaires. Il y a des entreprises qui parlent d'emploi type, voire de métier. Dans le cas des entreprises forestières, c'est plutôt le métier qui a été retenu comme terme. Donc, le métier ou l'emploi, c'est un regroupement de postes équivalents. Donc, si vous dites qu'il y a un affûteur en Syrie, il y a un affûteur sur tel autre type d'activité, tous ces postes sont regroupés dans le métier ou dans l'emploi d'affûteur, comme vous l'a expliqué Jacqueline tout à l'heure. Voilà, poste, emploi ou métier, si vous voulez. On va passer à la planche suivante. Les compétences, bien sûr. Alors, famille professionnelle avant. Alors, la famille professionnelle, c'est un regroupement d'emplois ayant une forte proximité en termes de domaine d'activité. Alors, dans le référentiel que Jacqueline vous a montré et qu'elle vous a envoyé, vous allez voir des grandes familles professionnelles qui sont des regroupements de métiers qui participent un petit peu de la même manière à l'activité de l'entreprise. Donc, vous allez avoir, alors je parle sous le contrôle de Jacqueline, vous allez avoir tout ce qui est exploitation, développement durable, ressources humaines. Voilà, ce sont ce qu'on appelle des familles professionnelles, qui sont donc des familles d'emploi ou des familles de métiers. Et puis, il y a le métier, mais le métier, comme je l'ai indiqué là, il correspond à des définitions variables. Donc, vous avez des entreprises qui utilisent le terme métier comme emploi, voilà, comme un équivalent d'emploi. C'est le cas pour le référentiel métier compétences de la TIBT. Voilà pour les quelques définitions. Je crois qu'à la planche suivante, on va voir rapidement les compétences. Alors effectivement, les compétences, ce sont des capacités mobilisables dans le champ professionnel. Et il est vrai que dans la GPEC, on distingue le plus souvent les savoirs, autrement appelés connaissances, les savoir-faire et les savoir-être. Et vous voyez que dans les petits exemples à droite, je vous ai mis des exemples concernant ces types de compétences. Par exemple, un responsable de formation, en termes de savoir, il doit connaître un peu les bases de la pédagogie. Il faut qu'il ait appris en quoi consiste finalement la pédagogie d'adulte. Ensuite, sur le plan pratique, il doit savoir élaborer un plan de formation. Et puis, sur le plan des savoir-être, il faut qu'il sache travailler en équipe, par exemple, parce qu'il doit travailler avec une équipe, avec les managers ou les agents qui sont titulaires des postes qui vont faire l'objet de formation, etc., etc. Et puis, le dernier terme qu'il faut connaître, c'est les effectifs. Alors, celui-là, j'y reviendrai pas trop parce qu'on en a parlé lors du module précédent. Le module précédent était très largement consacré aux effectifs. Donc, retenez qu'on parle d'effectifs inscrits, c'est-à-dire
d'effectif qui fait officiellement partie de l'entreprise, c'est-à-dire l'effectif inscrit au livre du personnel ou au registre du personnel. Ensuite, l'effectif présent, c'est l'effectif inscrit moins les absences de longue durée, c'est-à-dire les gens sur lesquels vous ne pouvez pas compter pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, suite à des arrêts de longue maladie ou des arrêts suite à des accidents du travail, mais ils sont toujours dans l'effectif, on va dire, inscrit. Et puis l'effectif payé, qui, dans tous les cas, correspond à l'effectif inscrit, mais pas toujours, parce que vous pouvez avoir un effectif payé qui ne va pas tout à fait coller dès lors qu'il y a de la sous-traitance, des intérimaires ou des sous-traitants qui sont non pas payés par l'entreprise directement, mais qui sont payés par le cabinet de sous-traitance. Ça peut aussi être le cas. Donc, les trois effectifs ne collent pas toujours. L'effectif inscrit, l'effectif présent et l'effectif payé peuvent être un peu en décalage. Voilà. Pardon, ici, Oui. je voudrais poser une toute petite question parce que j'ai oublié ça de la semaine dernière. Si l'effectif présent, c'est par exemple 12, j'ai dit petite montant, hein, Oui. 12 personnes, Oui. mais de ces 12 personnes, il y en a 4 qui travaillent à mi-temps. Ça veut dire que l'effectif payé est 10 personnes? Alors, c'est une autre notion que je n'ai pas remise là parce qu'on avait traité le sujet lors du module précédent, mais vous avez raison, c'est une autre forme de l'effectif. Ce que vous désignez là, Jacqueline, c'est ce qu'on appelle l'effectif pondéré. Ça veut dire l'effectif qui tient compte du temps de travail. Alors, on va résumer les choses. Je vais reprendre votre exemple. Vous avez 12 personnes salariées dans une entreprise. Donc, ces 12 personnes qui ont toutes un contrat de travail constituent l'effectif inscrit. On va considérer que ces 12 personnes sont toutes en bonne santé et hormis des petits arrêts maladie de 2-3 jours, sont toujours en activité. Donc 12, c'est l'effectif inscrit et c'est aussi l'effectif présent. Et on va considérer que ces 12 personnes sont bien payées par l'entreprise directement et donc c'est aussi 12 l'effectif payé. Alors maintenant, ce que vous désignez comme type d'effectif, c'est l'effectif pondéré. Ce qui veut dire que si sur les 12, il y en a 10 qui sont à plein temps, on va les compter pour une personne chaque fois, donc on va dire 10 égale 10, parce que quand on est à plein temps, on compte pour 1. Maintenant, s'il y en a 2 qui sont à mi-temps, on va les compter comme 0,5. Ça veut dire que du point de vue de l'effectif pondéré, la personne qui est à mi-temps, elle compte pour 0,5. Elle ne compte pas pour 1. En effectif pondéré, on dit c'est un mi-temps, c'est un 0,5. Alors, 2 fois 0,5, ça fait 1. 1 que je rajoute à 10, ça fait 11. Donc, dans le cas de figure qu'on vient de voir, l'effectif pondéré, qu'on appelle équivalent temps plein, c'est 11 et pas 12, parce qu'on a tenu compte du temps de travail. Alors, un sujet que je vous soumets, alors je le soumets à la fois à Dora, Angélique et à Jacqueline, mais ça, je pense que c'est des sujets pour plus tard, parce que ce n'est pas simple à traiter, c'est que quand je présente les ETP, on me dit toujours « oui, mais chez nous, il n'y a pas de mi-temps, il n'y a pas de temps partiel ». C'est vrai, alors qu'en France, nous avons beaucoup de temps partiel. Si vous rentrez dans un grand magasin en France, aujourd'hui, il n'y a pas un caissier ou une caissière ou un vendeur ou une vendeuse qui est à temps plein. Ça n'existe plus. Les gens, ils sont à mi-temps, à 3/4 temps, parce qu'il y a des roulements, des gens qui travaillent le matin, des gens qui travaillent l'après-midi, bref. Ce sont des temps partiels qui ne sont pas toujours souhaités par les gens. Alors, il y a des gens que ça arrange. Par exemple, il y a une dame qui peut être contente d'être à 3/4 temps parce qu'elle va avoir le mercredi pour s'occuper de ses enfants. Mais il y a des gens que ça n'arrange pas et qui préféreraient être à plein temps. Et c'est l'entreprise qui leur impose malheureusement un temps partiel qui leur dit, bon, ben, si vous voulez être recruté, c'est pour un temps partiel. Alors, pourquoi je précise tout ça? Parce que les ETP, les équivalents temps plein, on les prend en compte d'abord par rapport au temps de travail qu'on passe sur la semaine ou sur le mois. Mais en réalité, l'effectif pondéré, il doit aussi se calculer sur l'année. Et c'est là que ça pourrait être intéressant pour les entreprises forestières. Ce qui veut dire que quand vous calculez l'effectif d'une entreprise dans le domaine forestier, il faudrait compter comme plein temps tout l'effectif permanent, mais les gens qui viennent en renfort pendant 3 mois ou 4 mois, à l'échelle de l'année, ils ne sont pas à plein temps. À l'échelle de l'année, ils sont à tiers-temps, à mi-temps, à 3/4 temps, parce qu'ils ne travaillent que quelques mois.
Et donc, si vous reconstituez l'effectif après avoir pris en compte ces temps partiels, vous verrez que votre effectif pondéré sera plus le même que l'effectif de tous les gens inscrits dans l'entreprise. Et c'est ça qui est important, c'est de commencer à rentrer dans une comptabilité de l'effectif qui tient compte des temps de travail, parce que tout le monde ne pèse pas le même poids sur le plan du temps de travail. Il y a des gens qui comptent 1 parce qu'ils sont à plein temps. Et puis, il y a des gens qui ne peuvent fournir que la moitié du travail attendu, qui sont donc à mi-temps, à 0,5. Et ça, c'est très important, qu'on soit au niveau de la journée ou qu'on soit au niveau de l'année. Voilà, c'était un petit aparté, mais votre question était judicieuse, Jacqueline, parce qu'elle nous permet de faire un petit peu un retour là-dessus. Et j'ai vu au passage qu'il y avait une question que je n'ai pas eu le temps de lire. Non, c'est plutôt une confirmation de Dora, qui D'accord, dit effectivement, d'où ma question la semaine dernière sur l'application de la GPEC pour les pleins temps, mais aussi pour d'accord. les temps partiels. Oui, oui, tout Et à fait. effectivement, moi, quand je travaillais encore dans les entreprises, la partie la plus difficile toujours était les équipes d'inventaire. En général, ils ont un travail pour 6 mois environ. Oui, oui. Après, on essaye de maintenir un maximum pour faire d'autres travaux, le suivi de Mhm, croissance des œuvres, etc. mhm, Mais c'est mhm. peut-être pas tout le monde, hein. Et Tout à fait. c'est toujours compliqué pour une entreprise forestière parce que les gens sont en général logés sur la base vie et on ne Oui. peut pas avoir de chômeurs sur la base vie. Eh oui, eh oui, eh oui. C'est pour ça que... Des chômeurs sur une base vie, ça crée Ouais. beaucoup de problèmes Ben oui, parce qu'il y a des gens qui sont en famille. Il y a toujours oui. peur que lorsque le mari part en forêt travailler, celui qui est abatteur ou à l'exploitation, et il y a l'autre de l'inventaire qui traîne à la journée, qui auront des Oui, soucis oui, relationnels, etc. oui, Donc oui, je ça, c'est une véritable, ça demande comprends. une véritable organisation au sein des entreprises, ou bien pour occuper ceux qui sont à l'inventaire, et donc de pouvoir les loger sur le base vie, ou bien de les prendre dans le village Mhm. autour de la concession en temps partiel, donc à l'année. D'accord, ok. Ou Bon, donc à travers des entreprises comme celle de Dora. Ouais. d'accord, ok. Bon, c'est un point effectivement très important. Alors, on va passer à la slide suivante. Euh, Voilà, alors là, je passe rapidement, c'est le contenu détaillé de la fiche de poste. On a vu ça la semaine dernière. Vous l'avez dans le support qui vous a été transmis. Vous avez toutes les rubriques de la fiche de poste et vous verrez que vous pouvez facilement la faire correspondre avec la fiche métier que Jacqueline vous a montrée. Ça, c'est une fiche de poste type. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser exactement cette fiche. C'était juste pour vous éclairer sur les rubriques principales que l'on trouve dans la fiche de poste. Alors, on va passer au document suivant ou à la planche suivante. Alors, ce qu'on appelle la démarche prévisionnelle. Alors, ça n'est pas facile. Ça veut dire que quand une entreprise essaie de prévoir comment les emplois et les effectifs vont évoluer, elle doit utiliser une grille de lecture qui prenne un peu en compte tous les types d'évolution. Alors, vous voyez que là, je vous ai mis sur cette slide 4 grands domaines d'évolution: l'environnement métier, les normes et les réglementations, la technologie et les équipements, et puis après tout ce qui concerne les hommes et les organisations. Et alors, je vous ai mis en fait des petits paragraphes à l'intérieur de chaque axe de couleur où vous avez des sujets qui vous sont présentés. Alors, moi, je vous invite à faire un petit exercice. Il ne faut pas que ça vous prenne trop de temps, mais à votre retour au bureau, alors, je vais répondre à la question, Dora, vous inquiétez pas, je l'ai enregistrée, celle-là. Concernant la démarche prévisionnelle, c'est un exercice auquel je vous invite, et même Jacqueline, c'est un exercice que vous pourriez faire au niveau de tout le secteur des entreprises forestières. Ça serait de répondre chaque fois sur chaque rubrique, dire est-ce que sur les évolutions du contexte économique national ou même sous-régional, il se passe des choses. Il se passe des choses en termes de soit les prix augmentent, soit il y a plus de chômage. Enfin, essayez de repérer ce qui se passe dans chacune des rubriques. Pourquoi j'ai mis les nouvelles voies de communication et les moyens de transport? Parce qu'évidemment, ça impacte l'activité d'une entreprise forestière qui doit transporter des grumes d'un point à un autre pour ensuite peut-être les exporter. Les nouveaux acteurs sur le marché,
tout ce qui est problématique de management des risques, et ainsi de suite. Vous voyez, je vous ai mis des rubriques pour chaque catégorie d'enjeux. Et l'exercice que vous pourriez faire, ça serait au fond de dire quels sont les points que l'on remarque pour l'industrie forestière, pour les entreprises forestières, dans chacune de ces catégories et sous-catégories. Et ça vous aiderait peut-être à identifier des axes d'évolution des emplois et des effectifs, parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a peut-être des emplois qui vont devoir être renforcés, il y a peut-être des emplois qui, au contraire, vont petit à petit disparaître ou qui vont en tout cas devenir moins importants. Il va y avoir peut-être des formations ou des sujets de formation qui vont devoir être envisagés, etc., etc. Donc cette démarche prévisionnelle, je la trouve très précieuse. Alors évidemment, le texte qui est là, c'est une proposition standard. Il vous appartient de l'adapter en fonction du contexte. Alors Jacqueline, vous êtes bien passée pour peut-être rajouter des lignes dans le schéma qui est présenté ou en enlever. Peut-être certaines n'ont peut-être pas lieu d'être, mais je crois que ça peut vraiment vous aider. Alors cette démarche prévisionnelle, on la réalise quand on a déjà défini les fiches de poste pour justement voir comment les postes vont évoluer. Et si vous faites ce travail-là, vous serez vraiment dans une démarche prévisionnelle, donc vous rentrerez vraiment dans une vraie gestion prévisionnelle. Tant qu'on en reste aux fiches d'emploi telles qu'elles existent, on est encore dans une gestion descriptive, on est dans une gestion qui se borne uniquement à l'existant. Alors que si vous faites ce travail de démarche prévisionnelle, vous êtes déjà sur l'anticipation, vous êtes sur la prévision. Alors, je vais répondre à la question de Dora sur l'actualisation de la fiche de poste. Alors, une fiche de poste, quand est-ce qu'on doit l'actualiser? En fait, je dirais, on doit l'actualiser chaque fois que le poste est supposé évoluer. Si le poste connaît des aménagements du fait de l'organisation ou du fait du changement de manager, eh bien, on adapte les fiches de poste. Alors, les fiches de poste, en général, on profite de la campagne annuelle d'évaluation de performance ou d'évaluation de l'activité, donc des entretiens individuels, on profite de cette période pour mettre à jour la fiche de poste. Donc, si on travaille bien, on fait des entretiens annuels d'évaluation avec l'ensemble des salariés, donc entretiens menés par les chefs d'équipe, par les cadres, et à l'occasion de ces entretiens, on en profite pour mettre à jour la fiche de poste. C'est la meilleure manière d'adapter les fiches de poste. Et s'il n'y a pas d'entretien d'évaluation pour tout le monde, dans ce cas-là, il faut demander au manager, au chef d'équipe, de faire une rapide tournée, un rapide passage en revue de leur équipe pour vérifier si les fiches de poste sont toujours à jour ou si elles doivent être actualisées. De mon expérience personnelle, j'ai remarqué qu'une fiche de poste, elle devient caduque au bout de 5-6 ans, ça y est, on est passé à autre chose souvent. Il y a pu avoir des changements d'outils, de logiciels, plein de choses. Donc 5 ans en général. Moi, je considère qu'une entreprise a des fiches de poste actualisées et fiables si ce sont des fiches de poste qui n'excèdent pas 2 ou 3 ans d'âge. Si ce sont des fiches de poste plus anciennes, il y a un problème après de fiabilité. Voilà, j'espère avoir été clair sur ce point parce que c'est un point très important. On va passer à la planche suivante. Alors là, on arrive à la partie la plus rude de ce webinaire. Alors, on est plutôt sur la fin du webinaire, donc je vais essayer de ne pas trop vous retarder et on va juste regarder les principaux indicateurs. Alors, tout d'abord, ces indicateurs, je me suis attaché à vous les rendre les plus précis possibles dans le document, de telle façon que si vous les lisez à tête reposée, normalement, il n'y a pas de problème, vous saurez les utiliser. Alors, le premier taux, c'est le taux de rotation, c'est ce qu'on appelle le turnover. Et pour calculer le turnover d'une entreprise, on prend la totalité des entrées de l'année, la totalité des départs de l'année, tout type de départ, retraite, démission, licenciement, décès. On fait la somme des entrées et des départs sur l'année, on divise ce total par 2 et le résultat, on le rapporte à l'effectif total de l'entreprise
et on pense bien à la fin à multiplier par 100 pour obtenir un pourcentage. Alors, je vous ai fait un petit cas pratique. Cette entreprise de 500 salariés a eu 20 départs et 30 embauches en 2023. Son taux de rotation 2023 est donc 20 plus 30 égale 50. 50 divisé par 2 égale 25. 25 rapporté à 500, ça fait 0,05, ce qui nous fait 5%. Et voilà votre turnover, votre taux de rotation. Ce taux de rotation, ça vous montre combien l'entreprise s'est renouvelée dans l'année. Est-ce que l'entreprise a eu une rotation interne plus ou moins importante? Alors, je vois que Angélique va nous quitter, mais on est pratiquement arrivé à la fin, donc vous nous quittez comme dès que vous le devez. Alors, je reviens donc sur la définition pour répondre à Dora. Donc, le taux de turnover, hein, c'est bien ce qui est inscrit sur la diapo. Je prends une entreprise de 500 salariés. Je prends les départs qu'il y a eu en 2023, c'est-à-dire tous les gens qui ont quitté l'entreprise en 2023. Il y en a eu 20. Il y a eu sur l'année 2023 30 embauches. Donc, je rajoute 20 à 30, ça nous fait 50. 50, je le divise par 2, ça fait 25. Et le 25, je le rapporte à l'effectif total, 500. Donc, 25 divisé par 500, ça fait 0,05. Je multiplie par 100 et ça fait 5%. Ça veut dire que le taux de rotation dans cette entreprise-là, il est de 5%. Ça veut dire qu'il y a eu un renouvellement interne de 5% qui correspond à ses départs et à ses arrivées. Voilà ce que ça veut dire. Alors, un taux de rotation important, c'est un signe d'instabilité, et un taux de rotation trop faible, c'est une entreprise qui se renouvelle pas, donc qui peut s'endormir. Jacqueline, vous aviez une question? Oui, en fait, juste parce que j'aime bien calculer, pardon. Oui. Ces 500 salariés, c'était en début de l'année 2023 ou à la fin? Ah, alors on revient sur les définitions de la semaine dernière. Je vous ai dit qu'il y avait plusieurs manières de calculer l'effectif. Normalement, la meilleure manière de calculer l'effectif, c'est on prend l'année 2023, on prend l'effectif comptabilisé chaque mois et on le divise par 12. C'est ce qu'on appelle l'effectif moyen annuel. Donc je répète, vous prenez votre entreprise en 2023. Vous prenez l'effectif qu'elle avait en janvier, l'effectif qu'elle avait en février, en mars, en avril, mai, sur les 12 mois. Vous ajoutez tout et vous divisez par 12. Ça va vous faire un effectif moyen annuel, c'est-à-dire un effectif qui n'est pas trop biaisé par un mois ou par un autre, parce qu'il y a des mois où il peut y avoir des départs à la retraite, il y a des mois où il y a pu avoir quelques embauches. Donc, si vous voulez vraiment refléter l'effectif 2023, on fait une moyenne des 12 mois de l'année. Sinon, l'autre moyenne, l'autre façon de procéder qui est plus simple, c'est qu'on prend l'effectif au 31 décembre 2023. Voilà, c'est l'autre manière de le calculer. Voilà, c'est les deux manières. La première manière, elle est meilleure parce qu'elle est plus fiable, elle est plus exacte. La deuxième manière, au 31 décembre 2023, c'est beaucoup la manière que l'on utilise pour communiquer avec les administrations publiques, avec l'inspection du travail, avec les ministères sociaux, etc. C'est l'effectif au 31 décembre 2023. Vous voyez, quand une entreprise, en général, elle donne son effectif sur un site Internet, en général, elle prend l'effectif au 31 décembre 2023 parce que c'est l'effectif officiel, on va dire. Mais ce n'est pas l'effectif le plus précis. Le plus précis, c'est la moyenne des 12 mois. Voilà donc pour le taux de rotation. Alors, le taux d'entrée et le taux de départ, c'est exactement la même chose, sauf que là, on prend uniquement les entrées ou les départs, on les divise par l'effectif total et on multiplie par 100. Alors, vous voyez, j'ai pris toujours la même entreprise. Elle a un taux d'entrée de 6% et elle a un taux de départ de 4%. C'est-à-dire qu'elle a eu 4% de son effectif qui sont partis. Et elle a eu 6% de son effectif qui est arrivé en termes d'embauche. Voilà ce que veulent dire ces indicateurs-là. Donc, c'est des indicateurs qui permettent de montrer comment l'effectif de l'entreprise évolue sur une période donnée. On va voir les indicateurs suivants.
Dans les indicateurs suivants, alors peut-être on ne va pas les voir tous parce que ça serait un peu lourd. Par exemple, le taux de mobilité interne, c'est le nombre de changements de postes sur l'année rapporté à l'effectif total et on remultiplie par 100. Je reprends un exemple. Cette entreprise de 500 salariés a vu 40 de ses collaborateurs changer de poste durant l'année 2023. Ils ont changé d'affectation. Ils sont passés d'un poste à un autre poste. Donc, le taux de mobilité interne 2023, c'est 40 divisé par 500, ce qui fait 0,08. Vous remultipliez par 100 et ça fait 8%. Ça veut dire qu'il y a 8% de l'effectif de l'entreprise qui a changé de poste en 2023. Est-ce que c'est un bon score? Est-ce que c'est un mauvais score? Bon, là, il n'y a pas de règle. Je dirais que si le taux de mobilité interne il est inexistant, ça veut dire que les gens restent toujours dans le même poste et à la fin, ils finissent par s'user et ils n'ont plus d'énergie. Et si le taux de mobilité il est trop important, bah, ça peut être un signe d'instabilité parce que si les gens changent de poste tous les ans ou tous les 2 ans, l'entreprise risque d'être désorganisée. Voilà, mais le taux de mobilité interne se calcule de cette manière-là. On va peut-être revoir le taux suivant qui est le taux d'absentéisme parce que celui-là, il est très important aussi. C'est le nombre total de jours d'absence rapporté au nombre total de jours travaillés fois 100. Alors, je vais prendre, on va regarder cette définition tranquillement. Cette entreprise a subi 200 journées d'absence cumulées sur l'année 2023. C'est-à-dire que sur l'année 2023, il y a eu 200 journées d'absence cumulées, c'est-à-dire qu'il y a eu 200 jours d'absence recensés par cette entreprise. Alors, ça veut dire que ces 200 jours d'absence, ce n'est pas un seul employé, c'est peut-être 30 ou 50 salariés qui ont été malades, absents, et au total, ça représente 200 journées d'absence. Alors, ces 200 journées d'absence, on les met dans l'équation, donc le taux d'absentéisme va partir de 200. Et on va calculer le nombre total de jours travaillés. Alors là encore, c'est très important, je pense que les entreprises forestières, ça peut être un chiffre qui vous aide. Le nombre total de jours travaillés, c'est quoi? C'est le nombre de jours de travail par an, par personne. Donc en moyenne, une personne, elle travaille entre 215 et 220 jours par an si elle est à plein temps. Alors, pourquoi c'est 215 ou 220? C'est facile à calculer. Il y a 365 jours dans l'année. Vous enlevez les congés payés, vous enlevez les week-ends, ou en tout cas les jours de semaine où on ne travaille pas, vous enlevez les jours fériés et vous allez tomber sur à peu près 215-220. En France, par rapport à notre droit du travail, le nombre de jours de travail moyen, il est à peu près de 215-220. Donc vous, il ne doit pas être très très éloigné, ça doit correspondre à peu près à ce chiffre. Vous prenez ces 215 jours et vous les multipliez par l'effectif. Donc 500 personnes fois 215, ça fait 107 500 jours travaillés. Ça veut dire que cette entreprise, elle a une force de travail de 107 500 jours. C'est un chiffre qui n'est pas, pourtant c'est un chiffre pour les DRH des grandes entreprises, c'est un chiffre que tout le monde connaît. On sait la force de travail d'une entreprise. Et pour une entreprise forestière, c'est important qu'elle connaisse sa force de travail annuelle, c'est-à-dire combien de jours sont travaillés. Alors, je vois qu'il y a une remarque sur les jours de pluie. Alors, après les jours de pluie, est-ce que ce sont des jours d'absence? Alors non, ce sont des jours peut-être chômés, mais ce ne sont pas des jours qu'on peut anticiper. Là, on prend vraiment le nombre de jours travaillés, on va dire théoriquement, c'est-à-dire le nombre de jours dans l'année ouvrée, donc 365, moins les congés payés, moins les week-ends, moins les jours fériés, et on multiplie par l'effectif. Et ça vous donne votre force de travail. Après, ce nombre de jours travaillés, il va être dégradé par les jours d'intempéries, des jours de pluie où on ne peut pas travailler normalement, ou par d'autres événements. Imaginons qu'il y ait une catastrophe naturelle sur un site de production. Là, les jours vont s'enlever. Mais théoriquement, la force de travail de l'entreprise, c'est l'effectif par le nombre de jours de travail par année. Alors, je reviens à mon... C'est important. C'est important parce qu'en forêt, oui. En forêt, lorsqu'il pleut fort, il est dangereux de travailler parce qu'il y a des branches qui peuvent tomber. Et donc, on ne travaille pas lorsqu'il pleut. Ce n'est pas l'absentisme.
Non, C'est en c'est pas fait, ça. c'est Non, non, vraiment des jours non travaillés. Ouais. voilà. Mais ça serait très intéressant de faire des études là-dessus au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire l'entreprise calcule son nombre théorique de jours travaillés et après, elle regarde la réalité sur une année pour voir si on a beaucoup baissé le chiffre du fait des intempéries, par exemple. Alors, je reviens sur le taux d'absentéisme. Pour le taux d'absentéisme, vous prenez les 200 journées d'absence et vous les divisez par 107 505. Ça va vous faire 0,01. Vous le remultipliez par 100 et ça va vous donner 0,1%. Alors, retenez que 0,1%, c'est un très bon taux d'absentéisme. C'est un taux d'absentéisme qui est très correct. Les mauvais taux d'absentéisme, ça commence à partir de 4-5%. À partir de 4-5%, on peut commencer à se dire qu'il y a peut-être des problèmes. Alors attention, là, c'est l'absentéisme général, global, c'est-à-dire toute forme d'absentéisme. Maladie, accident du travail, absence justifiée ou non justifiée. Autant la personne qui a besoin de se rendre à un mariage ou à un événement familial et qui demande l'autorisation, autant que la personne qui a disparu dans la nature pendant 2 jours et qui n'est pas venue travailler. On compte toutes les formes d'absentéisme. Mais après, vous pouvez faire des calculs sur certains types d'absentéisme, c'est-à-dire retenir uniquement l'absentéisme non justifié, par exemple, ou uniquement l'absentéisme maladie, vous voyez. Mais en tout cas, sachez qu'un taux d'absentéisme global qui est supérieur à 0, à 4 ou 5%, c'est un taux inquiétant. Parce que ça veut dire qu'il y a apparemment trop de problèmes liés à des maladies, à des accidents du travail, à de la démotivation. 0,1%, c'est un très bon taux d'absentéisme. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui fonctionne quasiment à plein régime tout le temps. Alors, ouais, et d'ailleurs, c'est facile à voir. Il y a 500 salariés, il y a eu 200 journées d'absence. Ça veut dire que même pas la moitié de l'effectif, c'est-à-dire 200 personnes, moins que la moitié, a eu un jour d'absence dans l'année. Eh bien, une entreprise qui est comme ça, c'est une entreprise qui tourne bien et qui n'a pas de soucis à se faire. Hein, parce qu'une journée d'absence, ça veut dire, voilà, il y a eu une personne qui a eu peut-être un petit rhume ou une personne qui a eu un événement qui l'a empêché d'aller travailler. À l'échelle d'une année, c'est très peu, effectivement. Alors, on va peut-être passer sur la planche suivante, parce que malheureusement, les indicateurs, il y en a beaucoup et vous pourrez les regarder à tête reposée. La pyramide des âges, bien sûr, la pyramide des âges qui vous permet d'avoir une vision de l'effectif. Alors là, ce sont des tranches d'âge, et à droite, les hommes en bleu, à gauche, les femmes en rouge, et vous avez l'effectif. Alors l'effectif est en bas, vous voyez, l'effectif, c'est le nombre de personnes. Donc plus la barre bleue ou la barre rouge va loin sur le schéma, plus il y a du monde. Donc vous voyez que là, la tranche des 35-40 ans est la tranche la plus représentée dans cette entreprise. C'est là où il y a le plus d'hommes et de femmes. En revanche, la tranche des 55-60 ans, en haut, il n'y en a pas beaucoup. La tranche, elle est fine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Donc, cette entreprise représente une pyramide des âges avec un profil dit en amphore, avec une zone moyenne 35-40 ans qui est plus accentuée. Il y a donc peu de salariés anciens, il y a pas mal de jeunes, les jeunes c'est en bas du schéma, et donc la distribution des hommes et des femmes est très symétrique. On voit qu'il y a un peu plus d'hommes que de femmes, mais leur répartition dans les âges est tout à fait symétrique. Voilà, la pyramide des âges, c'est aussi un outil de pilotage important. Alors, on va passer à la planche suivante. La mise en place d'actions de GPEC à visée organisationnelle. Alors, donc, quand vous faites de la GPEC et que vous voulez avoir une incidence sur l'organisation du travail, ben, vous pouvez vous y prendre de différentes manières. Imaginons une entreprise qui est en situation de fonctionnement normal. Eh bien, vous rédigez vos fiches de poste, vous identifiez les compétences qu'il faut renforcer. Éventuellement, vous renforcez peut-être l'autonomie ou la polyvalence sur certaines activités. Et puis, ça peut vous amener aussi un peu à ajuster le rôle des cadres, des managers, des chefs d'équipe. Donc là, on peut dire que c'est une GPEC qui ajuste un petit peu l'organisation, mais pas de manière très significative. Ça consiste à faire un peu d'ajustement à partir des fiches de poste qu'on a élaborées. Donc ça, c'est le scénario le plus léger.
Ensuite, imaginons maintenant la réorganisation d'un service ou un site d'exploitation qui est réorganisé complètement. Alors là, vous allez faire un diagnostic, vous allez essayer de voir quels sont les axes d'amélioration, vous allez peut-être être amené à définir de nouvelles activités, de nouvelles attributions. Ça va peut-être aussi vous conduire à définir de nouveaux processus. Et à la fin, il faudra peut-être consolider ça dans un nouvel organigramme. Il vous faudra peut-être adapter les fiches de poste et il vous faudra peut-être lancer un plan de formation pour adapter le personnel à toutes ces évolutions. Alors là, c'est une GPEC, vous voyez, qui est beaucoup plus tournée vers un impact d'organisation, parce que là, il y a vraiment la réorganisation d'un site ou d'un service qu'il faut accompagner. Et alors, on va prendre la troisième case à droite, l'accompagnement d'une transformation majeure. Alors là, imaginons que deux sociétés de forestiers fusionnent, ou bien que telle société crée un nouveau site ou crée une nouvelle activité, par exemple une entreprise qui fait de l'exploitation et qui crée une menuiserie industrielle. Alors là, la GPEC va avoir encore une chronologie différente. On va commencer par les objectifs du projet. On va voir comment ce projet impacte les postes et les emplois de l'entreprise. Donc, on va voir tous les impacts sur les postes, sur les compétences, sur les conditions de travail, sur les rémunérations, sur le management. Et à partir de toute cette analyse d'impact, on va définir ce qu'on appelle un plan de transformation RH. Alors, le plan de transformation RH va être constitué peut-être de nouveaux recrutements, de formations adaptées, de redéploiement de personnel. Il y a peut-être des gens qui travaillent sur un site d'exploitation et qui vont aller travailler dans la menuiserie industrielle. Et puis, il y aura peut-être des gens qu'on va recruter. Bref, il va y avoir une réorganisation un petit peu à tous les niveaux. Et c'est ce que le plan de transformation RH va devoir accompagner. Et à la suite de ce plan, eh bien, on va lancer des actions d'adaptation RH. Voilà comment, très concrètement, des actions de GPEC peuvent permettre d'optimiser l'organisation. Mais vous voyez que c'est très différent suivant qu'on est dans la case verte à gauche, c'est-à-dire un fonctionnement normal, par rapport à la case de droite où il y a vraiment une transformation majeure. Donc, je vous dis une fusion, un changement d'organisation de toute la société, etc., etc. Donc, ça, c'est vraiment des transformations dites majeures. Alors, on va passer à la synthèse de la journée. On a été un peu plus long que prévu. L'organisation du travail, la gestion des ressources humaines, donc, entretiennent des liens très étroits. Le capital humain de l'entreprise est un facteur clé de la performance de l'organisation. Et donc, la GRH contribue à rendre l'organisation du travail plus rationnelle et efficace par la gestion des effectifs, et notamment les entrées et les départs, la mise à niveau et le développement des compétences, ce qui sera le sujet du troisième module de la semaine prochaine, l'amélioration des conditions de travail, et puis tout ce qui concerne le développement de la motivation et de l'engagement des salariés. Donc la GPEC, qui est une démarche qui permet de mettre en adéquation les besoins actuels et à venir de l'organisation et d'autre part les ressources humaines dont elle dispose, donc qui essaie de travailler sur l'ajustement entre les ressources et les besoins, et bien la GPEC est donc une démarche très utile pour l'organisation du travail. Alors, je vous propose qu'on termine sur la fiche de poste parce que c'est vraiment l'outil central. S'il y a vraiment un outil qui est un peu la colonne vertébrale de tout ce qu'on a expliqué aujourd'hui, c'est la fiche de poste. Il est très difficile de progresser dans l'organisation du travail et dans la GPEC si des fiches de poste n'existent pas. Donc, je le rappelle à nouveau, c'est l'outil déterminant sur le plan à la fois RH, organisationnel et managérial. Voilà, donc s'il y a des questions, évidemment, on y répond. Et donc, le module numéro 3 de la semaine prochaine sera consacré justement aux compétences et à la formation. Merci beaucoup Thierry, c'était très informatif.
Ok, Oui, très bien. Eh bien, écoutez, la lecture du document permettra bien sûr à Dora et à Angélique de peut-être d'approfondir un peu leurs connaissances, notamment sur la partie indicateurs, parce que pour bien comprendre les indicateurs, il faut les lire à tête reposée et oui, peut-être s'entraîner oui, à les calculer avec les chiffres de sa propre société. oui. C'est ce que je vous recommande, hein. Oui, les indicateurs et aussi, comme vous avez dit, D'accord. le diapo 17 est très intéressant. À l'analyse prévisionnelle, elle est Oui, fondamentale. Je pense que c'est oui, la prochaine étape pour la GPEC dans le secteur forestier. C'est de faire oui, cette analyse prévisionnelle de manière très sérieuse, très rigoureuse, et je pense que ça pourra beaucoup vous aider. oui, 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 c'est très Merci. important. D'accord, déjà. Moi, je vous remercie, Thierry, Merci moi. Jacqueline, parce que Oui, vraiment, c'est un apport vraiment à ne pas négliger, parce que parfois, il y a ce genre de choses qu'on ne maîtrise pas nécessairement, mais quand on est face à des experts, à des personnes qui s'y connaissent, on apprend et puis ça nous permet de mieux continuer dans l'entreprise. Donc, si j'ai des questions, je vais les noter quelque part en oui, relisant n'hésitez pas. le Et slide puis, oui. et je serais ravie d'être avec vous pour la prochaine fois parce que vraiment, j'apprends beaucoup. Eh J'apprends bien, et ça va aider écoutez, notre entreprise. si Jacqueline en est d'accord, lors du module 3, on pourra prendre quelques minutes au départ pour éventuellement poser D'accord. des questions qui sont Oui, résiduelles par rapport au module 1 et 2, hein. Si vous êtes d'accord, on oui, pourra se D'accord. faire ça. OK, oui. D'accord. merci Merci. beaucoup. Merci beaucoup. Comme Merci. la semaine dernière, je D'accord. vais à nouveau envoyer les éléments de documentation, etc. Et le lien pour D'accord. l'inscription pour le troisième webinaire. Merci. À Merci. bientôt. Au revoir. Merci. Bonne À vous soirée. aussi. Bonne Bonne soirée. soirée. Au À vous revoir. Au revoir. aussi. OK. Oh.